Premier étant, sauf si Monsieur Dacono voudrait sur les propos. Continuer? Oui, on chemine. D'accord, on va cheminer dans ce cas vers le deuxième bloc. Où, pourquoi, selon vous, Monsieur Dacono, selon votre regard d'analyste et aussi d'enfant du Mali et citoyen, parce que c'est les deux prismes qu'il faut prendre en compte dans votre intervention, pourquoi la démocratie malienne a-t-elle connu, Monsieur Sangaré vient de brosser en substance quelques points, mais selon votre, à vous, votre regard, c'est quoi les instabilités de la démocratie au Mali? Qu'est-ce qui a causé ces instabilités-là? C'est là où j'adore cette partie, on rentre dans le vif du sujet. Je vous laisse, voilà, je vous mets la petite peau de banane, voilà, sous le pied, et en espérant que vous ne glissez pas dessus. J'ai l'impression que c'est plutôt le garage qui est ouvert là que la fenêtre, parce que oui, cette question, ça peut faire l'objet d'une thèse. Elle est intéressante, mais je me permets de faire une digression par rapport à cette question et mettre ça dans la coupole plus large du fait politique dans Mali. On entend beaucoup de choses aujourd'hui qui rappellent qu'il y a une insuffisance ou une certaine inculture de l'histoire politique dans le pays. Par exemple, le rejet exprimé par rapport à la politique. On oublie que le Mali lui-même est un acte politique, par essence. Je le dis parce que l'histoire de l'indépendance du Mali, c'est le résultat ou l'aboutissement de deux luttes. Lutte politique et lutte syndicale. Lutte syndicale depuis 1919 avec tout ce qui avait été entrepris et qui, à la fin de la conférence de Brazzaville en 1944, les syndicats ont été créés, ont continué. Je crois que on a, parce que c'est inscrit dans le programme scolaire, on a peut-être tous lu les bouts de bois de Dieu qui rappellent un peu cette lutte syndicale, notamment des cheminots qui avaient été faits avant d'abord la Première Guerre mondiale et ensuite après la Seconde Guerre mondiale et qui a connu toutes les épisodes dramatiques là qu'on a connus. Ensuite, il y a la lutte politique qui est véritablement, qui caractérise ou qui est, comme je le disais, l'aboutissement du Mali tel que nous le connaissons aujourd'hui. Donc, le Mali lui-même est d'abord un acte politique. Donc, si est un acte politique, l'armée est un acte politique parce que c'est un acte politique qui a créé l'armée. Donc, l'acte politique est fondamental. Ben, je fais ce petit détour historique pour rappeler que l'animation, d'ailleurs, le principal parti de l'Afrique occidentale française qui a conduit la plupart de nos États à l'indépendance est né en 1946 au bord du Djoliba à Bamako. Donc, le fait politique est ancré non seulement dans notre histoire politico-institutionnelle, mais également dans notre histoire sociale. Donc, parler de politique, on ne va pas remonter à 1990, si on veut, on peut remonter jusqu'en 1946, mais je suis sûr que s'il y avait un historien ici, il allait rappeler l'organisation de l'Empire Songhai qui était politique. Pour même qu'il y ait un empire, il faut une organisation politique, parce que même mettre des gens pacifiques ensemble, ce n'est pas évident, mais mettre des guerriers ensemble sous la forme d'un empire, ça demande une certaine finesse politique qui a peut-être caractérisé la durée et l'étendue de ces empires-là. Je fais cette digression pour rappeler que le fait politique est important et ancré en nous. Maintenant, par rapport à la question plus difficile que vous m'avez posée par rapport à ce qui a fait l'échec de cette démocratie, je fais un parallèle avec ce que le ministre Sangaré vient de dire tout à l'heure. Il a schématisé en rappelant l'exemple d'une voiture, et ça m'a rappelé également ce qu'on disait par rapport à l'accord pour la paix et la réconciliation, en disant de façon imagée, est-ce que c'est la voiture qui est mauvaise, c'est-à-dire l'accord qui est dans un mauvais état, qui est mal fait, ou c'est le chauffeur, c'est-à-dire ceux qui sont dédiés à la conduite et à la mise en œuvre de l'accord qui sont mauvais. C'est la même chose par rapport à l'exercice de ce matin sur la question démocratique. Est-ce que finalement, c'est l'échec
des démocrates parce que la démocratie a besoin de démocrates en premier lieu, ou bien c'est l'échec de la démocratie tout court. À cela, je voudrais répondre également à une partie du discours ambiant actuel qui consiste à dire notre démocratie est importée. C'est inexact. Il n'y a pas de démocratie importée. C'est-à-dire, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de démocratie pour dire, voilà, ça c'est la démocratie, on le prend, on le met là, on le prend ici, on le met là. Chaque peuple construit, je viens de rappeler tout à l'heure, l'organisation des empires qui ont précédé, ont connu des formes d'organisation politique qui étaient fondées sur la question de choix, de liberté, d'expression, etc., qui sont des formes de démocratie. Donc, c'est inexact de dire que nous avons une démocratie importée. Ensuite, on fait la confusion très souvent entre la gouvernance et la démocratie. La première, pour preuve de cette confusion, c'est que on associe la corruption à la démocratie. Alors que la corruption existait depuis la Première République, qu'on présente un peu comme un modèle d'intégrité. La preuve de cette présence de corruption, c'est opération taxi, opération etc., qui ont été tous mises en place à l'époque sous la présidence de Modibo Keïta pour lutter contre des fonctionnaires qui s'étaient rendus coupables de détournement de fonds publics. Sous la Deuxième République également, je pense que l'un des plus grands scandales à l'époque, c'était la mise en place d'une commission qui était même chargée de faire les enquêtes sur les biens mal acquis, qui ont caractérisé, je pense que les différents livres des acteurs qui ont vécu l'époque rappellent de façon éloquente et de façon précise ces faits, qui viennent rappeler qu'il y avait la question de la corruption. Maintenant, ce sur quoi on peut être d'accord, c'est que la démocratie a amplifié le phénomène. On peut être d'accord. Donc, il n'est donc pas juste d'associer la corruption à la démocratie, puisqu'elle existait sous des périodes qui n'ont pas ou qui ne sont pas considérées comme des périodes de démocratie. Ensuite, l'autre chose, c'est que un processus, et la démocratie, comme tout système, est un processus qui n'est pas linéaire, c'est-à-dire qui ne connaît pas une réussite de façon rectiligne, c'est-à-dire la démocratie, tout est bon, parfait. C'est un processus, et comme processus, ça connaît des étapes, ça connaît des échecs, ça connaît des succès, mais ça se construit. Et justement, ce que je disais à l'entame de mon propos, il y a une phase critique qu'on n'a pas voulu, qu'on n'a pas su faire. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a eu les tentatives de révision de la Constitution déjà en 2000 sous le président Konaré, 2011 sous le en 2017, deux fois d'ailleurs sous le président Ibrahim Boubacar Keïta, mais qui n'ont pas été des occasions de véritables débats sur le modèle de gouvernance. Je ne parle pas de la démocratie parce que je fais la distinction entre les défaillances en matière de gouvernance et la question de la démocratie. Donc ces occasions n'ont pas été de véritables espaces de réflexion sur cette introspection qui était nécessaire après des années de pratique, comme je le dis, pour tout processus, de tirer les leçons, les enseignements, afin de corriger les trajectoires ou la trajectoire de notre jeune démocratie. Et finalement, tout ça a été torpillé par un discours mécanique auquel nous avons pratiquement tous adhéré, qui a consisté, c'est-à-dire quand moi j'exprime mes déceptions vis-à-vis de la démocratie, de la gouvernance, ça a été utilisé pour décrédibiliser finalement l'ensemble du système démocratique et le résultat est là aujourd'hui. Comme je ne suis pas seul à parler, peut-être je vais m'arrêter là, espérant que dans les discussions, on pourra approfondir certains aspects. Je vais remettre ça plus tard. En attendant, je vais réagir sur deux propos du ministre Sangaré. La première, j'ai entendu et j'ai même sursauté, la démocratie est irréversible. Je pense que c'est une croyance dangereuse dans laquelle on s'installerait. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui prouve la fragilité des acquis. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, la démocratie en soi ne peut pas être un principe importé parce que c'est juste un concept. La démocratie, c'est des valeurs. Si tu veux comprendre la démocratie, par exemple, pourquoi ce n'est pas un principe importé? Par exemple, la liberté. La liberté n'est pas un principe propre au Norvège et inconnu du Mali. Au Mali, on a tous dans nos cultures le principe de la liberté, on a tous une aspiration vers la liberté. La justice,
que ce soit la justice sociale ou que ce soit la justice comme corps, c'est un principe ou c'est une valeur de la démocratie et c'est universel. On ne va pas trouver un pays dans le monde où on dira que la justice sociale n'est pas une priorité ou n'est pas une valeur partagée. Donc c'est une valeur partagée par tout le monde. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est justement quand on se rend compte qu'il y a une remise en question de ces valeurs-là. Donc ça veut dire, et justement, on en parlait avant de commencer cette réunion, c'est actuellement qu'on se rend compte que beaucoup de choses qu'on considérait comme acquises étaient très fragiles, parce qu'on ne peut pas tout simplement le faire. Depuis que Mokhtar m'a invité à cette conférence, toutes les nuits, je prépare mes éléments de langage. Parce que je me dis, non, quand je dis je prépare mes éléments de langage, c'est pour deux raisons. La première raison, comme tout homme sage, bien entendu, c'est d'éviter la prison. Je pense que c'est sage. La deuxième raison, c'est d'éviter de contribuer à la décrédibilisation d'une part de la chose politique, de l'expression politique et des partis politiques, tout en restant objectif. Donc, ça, c'était il y a quelques années, ce n'était pas des précautions qui te faisaient passer des nuits blanches. Donc, ça veut dire que, quelque part, ce principe ou cette valeur qui est la liberté d'opinion, la liberté de s'exprimer, la liberté de partager ce qu'on pense être vrai dans un cadre public est véritablement atteint aujourd'hui. Donc, je trouve que c'est assez dangereux de s'installer dans une croyance d'irréversibilité de la démocratie. Je pense que c'est inexact parce que tout nous prouve aujourd'hui que tout ce qui est valeur démocratique est en danger aujourd'hui. Et par ricochet, quand on parle également de crise de gouvernance au lieu de crise de démocratie, je pense que c'est important. Oui, c'est vrai, les intellectuels ont leur rôle, les médias, on a tous un acteur. Mais le premier pan de ce fossé, c'est la désincarnation des institutions. On a mis en place à partir de 92 des institutions qui étaient censées, parce qu'on a opté pour un modèle de démocratie représentative, donc qui était censé assurer une meilleure représentation des citoyens. Mais il se trouve que dans la pratique, nous avons eu des institutions qui étaient totalement hors sol. Je prends l'exemple de l'Assemblée nationale. Vous avez été au cœur de l'animation de cette institution pendant plusieurs années. Et quand vous demandez, très peu de Maliens se reconnaissaient dans les décisions de l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale, pendant de nombreuses années, est parue très loin des citoyens. Et je prends juste l'exemple, et je pense que c'était dans cette même salle que se tenaient les réunions de Ante Abana. Les députés ont voté à majorité un projet de révision constitutionnelle en 2017 et qui, quelques jours plus tard, a été rejeté par une majorité des citoyens alors que l'Assemblée nationale a voté même tardivement cette loi parce que toutes les semaines qui ont précédé, a procédé à des écoutes des citoyens. Ça veut dire que, quelque part, cette Assemblée n'a pas été attentive à l'expression des citoyens, sinon aurait permis de rattraper l'expression de ce mécontentement-là dans la rue. Parce que c'est ça l'objet de cette institution. C'est que le mécontentement, il n'y a pas de naïveté quand on conçoit la démocratie. On sait que quelles que soient les décisions publiques, ça va faire des frustrations, ça va faire des mécontentements. Mais il faut faire en sorte que ces mécontentements et ces frustrations-là soient gérés quelque part. On a créé l'Assemblée nationale. Et mieux, on a aussi créé le Conseil économique, social et culturel, qui doit faire un rôle de consultation, mais qui doit également participer, même de façon consultative, au travail législatif. Tout ça, c'est pour faire en sorte que, parce que le Conseil économique, social et culturel, beaucoup de gens ont demandé sa suppression, mais en théorie, le Conseil économique, social et culturel fait le travail là que vous demandez, c'est-à-dire ce que l'intellectuel pense. Cette institution fait le recueil annuel des attentes. Le recueil annuel des attentes est élaboré sur la base de consultation de tous les Maliens, y compris le boutiquier à Tinzawaten. Donc ce recueil qu'on met à la disposition du président de la République doit normalement refléter les attentes, les frustrations, les risques et les dangers qui guettent les décisions des pouvoirs publics. Je suis un peu long, mais c'est pour expliquer que, justement, c'est vrai que beaucoup, comme nous, citoyens, société civile, chercheurs intellectuels, n'ont pas joué leur rôle, mais la première faute, c'est la désincarnation dans la pratique qu'on a fait des institutions qui étaient censées conforter la démocratie représentative pour laquelle on a conforté. Et ça, il faut le dire, il faut l'admettre, et il faut poser ce débat-là. Je trouve malheureux que même dans le cadre de l'adoption de la Constitution du 23 juillet, on n'ait pas eu justement ce débat en profondeur
pour justement avoir des institutions en lesquelles les citoyens vont se reconnaître. Ce n'est toujours pas le cas. La question du vote, la première institution d'une démocratie, c'est les élections. C'est vrai qu'on ne peut pas réduire la démocratie aux élections, mais la première institution d'une démocratie, ce sont les élections. Les élections sont décriées. Le premier pan de ces élections, c'est l'expression du suffrage. Je suis sûr que Maître Touré, ici présent, va revenir sur cette question. Même la question du suffrage, il faut en débattre. Est-ce que c'est le suffrage universel que les Maliens veulent aujourd'hui? Est-ce qu'ils ne veulent pas un autre type d'expression du suffrage, etc. L'organisation des élections, on a pensé qu'un organe unique peut résoudre la question, mais on voit bien que non, justement. Donc pour moi, ces débats-là, il faut les avoir et il ne faut pas les torpiller en disant on est tous responsables. On est tous responsables, bien entendu, mais on n'est pas tous à des degrés très différents.